faites aujourd'hui le plaisir d'aborder une question importante à propos du Moyen-Âge, qui est qu'est-ce que le Moyen-Âge, si je me rappelle bien. Je vous indique que M. Hertz est un des meilleurs spécialistes de la période et qu'il a écrit un ouvrage célèbre, une thèse sur Gênes à la fin du Moyen-Âge, différents précis d'histoire du Moyen-Âge, et qu'il est à Paris 4 l'un des professeurs les plus prisés à propos d'histoire du Moyen-Âge, ayant évidemment un renom international. Par conséquent, c'est un grand honneur pour nous, et monsieur, je vous remercie infiniment au nom de l'Institut Saint-Philippe d'avoir accepté de nous consacrer quelques moments de votre temps précieux et surchargé. Grâce à nous en partie d'ailleurs. Non, pas du tout surchargé, et le remerciement, je vous le retourne à tout le monde dans cette maison. C'est pour moi un plaisir de voir où vous travaillez, après avoir vu certains d'entre vous, tout au moins les résultats. Et comme cela, lorsque nous nous retrouverons au mois de juin, je pense que les choses seront entre nous, n'est-ce pas, je ne dis pas plus éclaircies, mais plus familières. Le sujet dont je voudrais vous parler, n'est-ce pas, me tient beaucoup à cœur. J'en ai quelquefois débattu une fois ou deux. J'approche maintenant, à quelques années près, du moment où je n'aurai plus l'occasion d'en parler. Et je vois avec, non pas tristesse ni résignation, mais avec une certaine philosophie, que, sauf peut-être ce soir, si j'arrivais à vous convaincre, mes idées sur le problème ne font pas beaucoup de chemin, et que finalement, ce Moyen-Âge restera toujours dans nos manuels, dans la grande presse, dans la presse plus spécialisée, l'objet, je dirais, d'une sorte de mépris, ou en tout cas l'objet, ce qui est plus grave, peut-être d'un malentendu et d'une incompréhension du problème. Je voudrais tout d'abord dire quel est à peu près, c'est pas mon propos. Il n'est pas de réhabiliter le Moyen-Âge. Je ne crois pas que l'on puisse faire cela, et c'est contraire, si vous voulez, là je vais peut-être un peu loin tout de suite à ma philosophie d'historien, il n'y a pas à réhabiliter telle ou telle période. Nous n'avons pas, et je développerai ce point tout à l'heure, à nous poser en juge, n'est-ce pas, et à projeter sur le passé nos propres idées, à établir des sortes de catalogues de bienfaits, de mérites, ou au contraire de démérites. Cette réhabilitation a été tentée bien des fois, je ne voudrais pas citer un grand nombre d'auteurs, mais tout récemment, n'est-ce pas, les travaux ou les ouvrages de Madame Régine Pernoud, naturellement, qu'il ne vous échappe pas, avec un grand courage, parce qu'elle n'a pas fait que de parler des cathédrales, ça c'était facile, chacun le dit, n'est-ce pas, comment penser si mal d'une période qui a été capable de construire ces magnifiques œuvres, toutes problèmes religieux mis à part, n'est-ce pas, simplement du problème du point de vue technique et esthétique. Elle est allée beaucoup plus loin, elle a montré la condition des hommes à cette époque-là, elle a dit que cette condition n'était pas tout à fait ce que l'on pensait, elle a même eu l'audace invraisemblable, n'est-ce pas, vous le mesurez tout de suite, de parler de la femme au Moyen-Âge et de dire que ce n'était pas du tout, n'est-ce pas, cet être inférieur, comme je le lis encore, j'y reviendrai dans des thèses du plus haut niveau, méprisé, malmené, n'est-ce pas, Régine Pernoud a dit cela. D'autres l'ont dit avec moins de science ou moins de bonheur, mais l'on retrouve tout cela dans quantité de travaux, de romans historiques aussi, vous suivez sans doute maintenant mon regard un peu mieux, n'est-ce pas, qui montrent que, après tout, l'on vivait à cette époque-là, et que la condition aussi des hommes et des femmes n'était pas ce que l'on pense. Je ne citerai pas de travaux récents, mais éventuellement, l'on peut penser beaucoup, et cela je crois que devant même mes auditoires les plus sérieux d'étudiants, j'ai jamais cessé de citer Zoé Oldenburg, ces très très gros livres, n'est-ce pas, de la pierre angulaire ou d'argile et de cendre, qui non seulement ont une puissance, mais chacun son goût, pour moi des vocations extraordinaires, mais où je ne vois aucune sorte d'erreur historique et qui témoigne d'une compréhension, d'une sorte, je dirais, de sympathie, c'est le mot que j'emploierai ce soir à plusieurs reprises. Or, tout ceci, à mon sens, est en vain. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut non seulement nous dire qu'il y a là une période où beaucoup de choses, n'est-ce pas, sont bien mieux que ce que l'on pense, mais ce serait plutôt que qu'est-ce que le Moyen-Âge, le titre de mon entretien ce soir, il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y en a pas, c'est une création que nous avons faite nous-mêmes. Nous avons, pour des raisons que je vais exposer et qui sont tout à fait valables, nous avons créé cette espèce de monstre, n'est-ce pas, dont nous sommes chargés maintenant, qui court tout seul, nous n'arrivons jamais à rattraper, et que les hommes et les femmes qui écrivent ont bien sûr adopté
je terminerai sur ce point, ce qui est le plus grave, la plus grave des choses, par une sorte d'esprit de paresse. Il est certain que l'on peut écrire, l'on pourrait écrire infiniment des livres de la qualité de ceux dont je viens de parler, sans que les choses changent. Nous avons, et je dirais même qu'en 30 ans que j'observe cela, je vois la distorsion, le divorce, l'antagonisme entre cette période et la suivante s'aggraver. Lorsque j'étais à l'âge des plus jeunes, ici, ce soir, l'on ne parlait par exemple que de renaissance pour les arts. Bon, c'était tout, là, on était obligé d'accepter ça. J'y ai cru, j'ai dû écrire un tout petit peu là-dessus, enfin des compositions de licence, pas au-delà. Ensuite, je n'y crois plus du tout, c'est pas le moment d'en parler ce soir. Mais maintenant, le mot, si vous voulez, de renaissance s'applique à tous les aspects, n'est-ce pas, du passé. L'on parle de renaissance économique, on parle de renaissance naturellement dans les lettres, les arts, on en parle aussi presque je dirais, des valeurs humaines. On oppose cela. Et tout à l'heure, j'essaierai de développer quel est le danger d'une telle sorte. C'est un mot qui court. Non seulement nous le tolérions, personnellement, je le tolérais lorsqu'on nous disait la Renaissance italienne, les peintres, les sculpteurs, etc. Mais on vous fait une thèse ou un livre très sérieux d'histoire économique sur Florence ou sur Pise, et on intitule cela, je prononce très mal l'anglais, donc naturellement je ne parlerai pas anglais parce que c'est eux qui sont en cause, on intitule ça Pise au temps de la Renaissance, n'est-ce pas? Ils ont une pré-Renaissance, the early Renaissance, la première, et puis tout cela. Ils ont fait dans les universités anglo-saxonnes, et beaucoup plus aux États-Unis qu'en Angleterre, ils ont fait de la Renaissance une période historique, n'est-ce pas? De la même façon que nous avons l'Antiquité, le Moyen-Âge et le moderne, eux ont cela comme une période. Je ne peux m'empêcher de penser que ça les arrange, c'est commode, et je vais être impertinent peut-être. J'ai l'impression que c'est un peu comme si nous regardons les précolombiens, n'est-ce pas, des gens vraiment très très loin, alors il nous faut les Apothèques, les Aztèques, il nous faut qualifier tout cela un peu comme cela. Ils le font volontiers, ça arrange leur simplicité, et réellement, je dirais donc, pour en finir dans cette longue et un peu lourde introduction, que le déplaisir à voir, pour moi, n'est-ce pas, s'accentuer réellement ces habitudes que je trouve mauvaises, pernicieuses, s'accentue aussi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas du tout au moment où les gens vont commencer à comprendre. Au contraire, l'on fait soi de plus en plus cette distinction. Alors, que faut-il en penser? Je dirais d'abord, premièrement, car il n'y a pas lieu de cacher ceci, que c'était bien sûr, cette division chronologique était une nécessité. L'histoire est chronologique, n'est-ce pas? Elle doit affirmer la notion de temps, et l'on ne pouvait pas faire autrement. Et je crois que l'on peut justifier très facilement ceci, tant du point de vue de la pédagogie, ce qui est important tout de même, à tous les niveaux que ce soit, mais surtout, je dirais, pour les enfants, que du point de vue de la recherche, même au niveau les plus élevés. Il n'y a pas moyen d'éviter ces coupures, ces divisions, je dirais ces sortes de spécialités. L'on a essayé récemment. Je ne crois pas que c'était animé par un esprit que j'aurais beaucoup approuvé, simplement animé par un esprit de nouveauté exacerbé. On a essayé de nous imposer et d'imposer, peut-être beaucoup d'entre vous en ont-ils, je pense pour moi, souffert, l'histoire par thème, par exemple. On vous lançait cela. Alors on fait la charrue à travers les âges, et puis autant que possible on s'en va jusqu'à la Chine, et là puis ensuite on voit tout de cette façon-là, si bien que l'on arrive à des enfants qui quittent l'école primaire et au-delà, et qui n'ont aucune idée du déroulement du temps, ou du déroulement des civilisations, n'est-ce pas, qui n'ont aucune idée de l'insertion chronologique de tel ou tel phénomène, que ce phénomène soit un phénomène de civilisation littéraire, artistique, économique, technique ou autre, spirituel également, ils ne le voient pas. Donc il est certain que ces tentatives, mais je dirais que c'était des tentatives, si vous voulez, farfelues, n'est-ce pas? Personne n'y a cru vraiment, il suffisait à un certain moment de vouloir imposer dans les programmes d'enseignement des nouveautés pour qu'elles soient immédiatement acceptées. Elles sont quand même plus ou moins abandonnées, et c'est une sagesse que de retourner à la chronologie, n'est-ce pas, ceci est évident, de faire en sorte que lorsque l'on apprend quelque chose, lorsqu'on est élève, puis étudiant, on ait une idée complète
du contexte de ce que l'on est en train d'apprendre. On ne peut pas apprendre la condition des paysans à telle époque si l'on ne sait pas quelle est la situation politique, si l'on ne sait pas, n'est-ce pas, tout le contexte politico-social, spirituel même du moment. C'est vraiment, et je crois que je n'ai jamais été un fanatique de cette école historique qui en parlait tant, mais tout de même, c'était peut-être son mérite que d'insister sur l'histoire totale, comme l'on a dit, et ceci ne peut se faire que si l'on a vraiment tout autour de soi lorsque l'on parle de tel ou tel phénomène. Donc, par conséquent, le contexte, c'est entendu, les événements, les structures, les civilisations, tout ça étudié en même temps, des repères chronologiques, des jalons qui sont très commodes, et il me semble que c'est de saine pédagogie à partir de ce moment-là. Bien entendu, il fallait, ne serait-ce que pour le découpage des années et des classes, pour le découpage des manuels, il fallait bien trouver des coupures. Et il fallait quand même, au moins dans un certain secteur géographique, l'Europe occidentale, que ces coupures soient à peu près les mêmes. Et donc, depuis cela, l'étude serait à faire, et en particulier la fortune du mot à faire, à étudier. Et il fallait, bien sûr, avoir, après la chute de l'Empire romain, qui est un phénomène indéniable, n'est-ce pas, il fallait bien sûr avoir une autre période, que l'on a appelée Moyen-Âge, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'assume absolument cette idée, je l'approuve, du point de vue pédagogique. Je crois que c'est également exact et vrai en ce qui concerne la recherche, n'est-ce pas ? En ce qui concerne la recherche, et je vais un peu parler pour moi maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas, que j'ai appris ou enseigné dans les classes dont je viens de parler, que mes dernières recherches, que j'essaye de continuer, bien sûr. Il est certain qu'une spécialisation chronologique à l'extrême est condamnable, parce que l'on ne peut pas dire, moi je ne connais, n'est-ce pas, que Jean II le Bon, mais alors si c'est Philippe VI de Valois, n'en parlons pas, ça je serais incapable. Mais il est certain aussi qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, pour la recherche, comme je le disais tout à l'heure pour l'enseignement, d'avoir une connaissance intime du milieu que l'on prétend rechercher. Je ne crois pas, par exemple, en ce qui me concerne, je ne crois pas à cette spécialisation d'hommes qui se disent « moi je suis un historien démographe ». Je ne pense pas. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous garantis que l'homme qui se dit être, j'ai pris cet exemple, j'en prendrai tout aussi bien pour l'histoire de la banque, de la finance, de la navigation, de quoi que ce soit, qui se dit être, par exemple, un historien de la démographie, va peut-être être parfait lorsqu'il va tomber sur les documents du XVIIe, mais j'ai en tête des noms que vous ne pouvez pas suivre, j'espère, faire des erreurs monumentales, n'est-ce pas, en ce qui concerne le Moyen-Âge, par exemple. Parce que la documentation n'est pas du tout de même nature, les registres d'état civil n'existent pas, par exemple, n'est-ce pas, il faut avoir affaire à des documents tellement différents. Donc, de la même façon qu'on n'enseigne pas l'histoire par thème, on ne fait pas de recherche par thème, je ne crois pas. On peut avoir des curiosités, c'est entendu, n'est-ce pas, on peut dire, ah oui, voyons, on aura, je dirais, les curiosités de l'honnête homme, de celui qui lit les bonnes revues ou le journal, n'est-ce pas, mais on ne sera pas, de ce point de vue-là, un chercheur. J'en ai fait l'expérience, et nous sommes nombreux à en avoir fait l'expérience, on ne peut vraiment que se concentrer sur une certaine période. Il est évident que le Moyen-Âge, déjà 1000 ans, n'est-ce pas, un millénaire, est beaucoup trop vaste. Je ne serais incapable, personnellement, de faire des recherches sérieuses sur la période des Carolingiens, par exemple. Ça me serait très difficile, n'est-ce pas, beaucoup de choses m'échapperaient, où il faudrait une période d'adaptation très longue. L'on couvre 2-3 siècles, ou à peu près, on essaye de s'insérer dans ces siècles, on y fait son trou, mais on peut se tromper, et se tromper très lourdement, ou tout au moins ne pas avoir le même enthousiasme, et ne pas avoir les mêmes certitudes d'exposition, lorsque on en sort. Donc ceci, je répète, pour la même raison que tout à l'heure, qui est importante, c'est que l'on ne cherche vraiment, l'on sait la valeur de ce que l'on trouve vraiment que si on connaît très bien son contexte, n'est-ce pas ? On s'aperçoit, vous êtes en train de faire de l'histoire économique, mais ça a un certain sens, parce que vous connaissez les structures politiques et sociales du même moment, parce que vous êtes capable d'éclairer l'un par l'autre, et puis aussi parce qu'au moins les noms ne vous sont pas inconnus, vous connaissez finalement dans l'extrême spécialisation, à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, je vous garantis que tous les Génois du XVe siècle, moi je les lis, je les vois, je peux les situer naturellement. C'est extrême comme position, mais
disons au moins que s'il s'agit des souverains, des princes, n'est-ce pas, dans tous les domaines, je m'y retrouverai. Donc il y a cette nécessité également de la recherche qui est également une nécessité, et c'est ce que beaucoup peut-être de jeunes chercheurs oublient, ou d'hommes qui présentent des travaux un peu généraux oublient également, par le fait que l'histoire, dans ses démarches, dans ses méthodologies, peut-être, en tout cas dans ses sciences auxiliaires, n'est pas une. Nous ne travaillons pas du tout de la même façon. Vous ne me ferez pas personnellement, moi, n'est-ce pas, faire de l'histoire avec comment ça s'appelle, des computers, si je cherchais le mot, n'est-ce pas, français. Vous ne me ferez pas faire ça, vous ne me ferez pas faire des logarithmes, ça, il n'y a rien à faire, pour moi, c'est en dehors de mes compétences et de mon goût. Mais aussi, si je prends l'un de mes chers amis, n'est-ce pas, spécialiste du XXe siècle, si je le mets devant des actes notariés, naturellement, de Marseille ou d'ailleurs, il y a là une technique, n'est-ce pas, qui est complètement différente. Nous n'avons pas, c'est une chose sur laquelle j'insiste constamment, nous n'avons pas à notre disposition les mêmes types de documents, nous n'avons pas les mêmes langues à connaître. Je le répète, n'est-ce pas, le latin classique tient dans les dictionnaires, sauf très spécialisés que vous connaissez, on s'en sort toujours. Le latin médiéval, c'est 5 volumes du Ducange, ça c'est comme ça, et c'est une chose, pour le français aussi. Donc, par conséquent, il y a là des techniques qu'il faut maîtriser, qui sont nécessaires pour telle époque, qui ne le sont pas pour d'autres, et qui font que la spécialisation devient absolument indispensable. Lecture, donc, paléographie, l'écriture qui est extrêmement difficile, n'est-ce pas, à tel point, et je le dis là sans aucune sorte d'acrimonie, ni même de regret, c'était le cours naturel des choses que de commencer par là. Il est certain que si l'on établissait, si vous voulez, les tendances de la recherche historique à partir du moment où cela a commencé, dans le dernier quart du XIXe siècle, au fur et à mesure, l'on voit très clairement que l'on s'est attaqué d'abord à ce que j'appellerais, si vous voulez, l'histoire officielle, n'est-ce pas, ordonnance royale, bulle pontificale bien entendu, acte des synodes et toutes ces choses réglementaires, parce que ce sont des documents faciles d'accès, parce que l'écriture en est belle, parce que la conservation en est bonne, parce que aussi la langue en est plus classique qu'une autre. Et c'est seulement lorsque l'on veut atteindre ce que nous appelons maintenant la civilisation matérielle, domestique, la vie quotidienne, que nous tombons sur un type de document qui ont rebuté naturellement les premiers chercheurs. Et ils ont eu raison, parce qu'il fallait d'abord faire les cadres avant d'entrer dans le détail, mais nous en sommes là, n'est-ce pas? Donc voyez-vous, voici une très très longue première partie qui est celle-ci. C'est d'affirmer, je crois que l'on peut le dire, qu'il y avait là, bien sûr, une nécessité, je dirais même une nécessité absolue, d'admettre, n'est-ce pas, ces coupures, et qu'effectivement, l'on ne pouvait pas faire autrement. Et l'on ne peut même plus, même si l'on prend pas compte de ce que je vais essayer de vous dire, on ne peut pas échapper à ces divisions chronologiques. Mais alors, critique, non, qui sera au moins en 3 points. Le problème est qu'il ne faut pas aller trop loin. Le premier problème est celui-ci. Je crois que cela, vous en tomberez aisément d'accord avec moi. C'est très facile à dire. On va essayer de le faire quand même un peu lentement. Le problème, c'est que les coupures chronologiques n'existent pas vraiment. Il ne faut pas y croire. On ne peut pas admettre une chose comme cela. Elles sont commodes, utiles, mais il est évident que nous les avons créées après coup. Je n'avais beaucoup plus jeune que l'âge des plus jeunes d'entre vous, lorsque l'on nous distribuait dans un cours complémentaire du fond de la Sarthe, n'est-ce pas, où j'étais à ce moment-là, on nous distribuait des listes de dates, comme ça, il fallait apprendre toutes les dates sur des espèces de petits dépliants verts, et ça, il y avait un moment, 1453, alors 1453 était merveilleux parce qu'il y avait 3 dates à la fois, donc on avait 3 grands événements pour une seule date. C'était, n'est-ce pas, la prise de Constantinople par les Turcs, c'est indiscutable. Fin de la guerre de 100 ans, oui, on peut l'admettre. Fin du Moyen-Âge. Alors là, nous savions, et j'imagine que c'est un peu grave parce que il est évident que personne ne s'est réveillé l'année d'après en disant, ben voilà, maintenant le Moyen-Âge est derrière nous, n'est-ce pas, mettons-nous, frottons-nous les mains et allons travailler d'une autre façon. Mais ça peut introduire, n'est-ce pas? Et or, la première des choses, n'est-ce pas, qu'il faut dire, et je crois qu'il faudrait y penser, c'est qu'il n'y peut pas exister ces sortes de coupures. Parce que, contrairement à ce que l'on pense,
et là il faudrait entrer beaucoup dans le détail, il n'y a pas de révolution brutale. Il y a toujours des évolutions qui peuvent s'étendre, même, n'est-ce pas, dans les structures historiques, même si vous prenez, n'est-ce pas, dans l'histoire, c'est ce que je connais le moins mal, des villes italiennes, par exemple, où vous dites à un tel moment, ceux-là, les grands ont été chassés, on a mis un gouvernement populaire, pensez donc, n'est-ce pas, on retrouve famille par famille, on essaye de les suivre et on voit très bien comment ils se sont réinsérés dans un autre système. C'est évident, tout cela. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas admettre ces notions de coupure brutale, n'est-ce pas? Et 1453, alors pourquoi? Pourquoi c'est en plein milieu d'un règne pour la France, pour l'Angleterre aussi? C'est à cause des Turcs? Oui, c'est très important, c'est très très important qu'il n'y ait plus du tout d'empire romain ou d'héritier, bien sûr. Mais enfin, à ce moment-là, lorsque nous prenons Louis XI en entier, il a la vie dure, n'est-ce pas? Est-ce que, bon, à tel point ces coupures, voyez-vous, auxquelles on a cru, on les croit très graves et, bon, on a surmonté. Mais si vous prenez, disons, il y a une vingtaine d'années, la liste des travaux importants qui ont été faits en recherche historique, et même, non plus maintenant, parce qu'il y a tellement de livres qui sortent, mais à ce moment-là encore, et même des ouvrages de bonne vulgarisation, eh bien, vous verrez que les époques charnières que nous avons créées charnières, car elles ne l'étaient pas, sont négligées. Les règnes de Charles VIII et de Louis XII, par exemple, ont été des règnes négligés. Parce que, eh bien, moi, je suis médiéviste, n'est-ce pas, je ne vais pas faire de peine à mon voisin, et puis le voisin lui dit, bah, avec Louis XIII et Louis XIV, vous pensez, c'est tellement plus important, et ça c'est médiéval, n'y touchons pas, c'est un peu toujours comme cela. Donc, par conséquent, il y a là une coupure qui a été dommageable et qui est extrêmement mauvaise, je ne vois pas. Alors, si nous prenons, ne parlons pas d'Orient-Occident, et puis alors au moment où on s'est amusé même à l'école primaire à faire de l'histoire universelle, ça devenait catastrophique, parce que le Moyen-Âge, n'est-ce pas, en Amérique ou du côté du Japon ou de la Chine, bien. Mais même pour l'Europe occidentale, c'est quand même pas la même chose. À quoi pensez-vous lorsque vous dites Renaissance? Vous pensez, vous ne mettez pas Giotto dans la Renaissance. Vous voyez à quelle date c'est, n'est-ce pas? Vous pensez Dante Alighieri non plus. Ah, mais si, Pétrarque en tout cas. Nous sommes bien avant, naturellement, la date à laquelle je viens de faire allusion. Donc nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, établir des chronologies de cette façon-là. Et je crois que le fait d'accréditer l'idée, n'est-ce pas, d'un Moyen-Âge comme cela, aussi formel, a beaucoup déformé l'esprit, a fait que l'on n'a pas eu l'idée des nuances. On n'a pas non plus, je crois que je peux insister beaucoup là-dessus maintenant, on n'a pas non plus l'idée de la durée de la période. Je lis beaucoup de travaux d'étudiants, j'en faisais, je vous dis, le catalogue il n'y a pas tellement longtemps pour ranger un peu, que ce soit au niveau que vous connaîtrez de la maîtrise, où déjà on a 3 ans au moins derrière soi d'université, au niveau de telle ou telle thèse, même au-delà, je pourchasse toujours, n'est-ce pas, les formules du genre l'homme médiéval. Je le rencontre à tous les coups. Je n'ai pas souvenir d'un écrit même d'élèves, d'étudiants dont j'admirais les travaux, qui ne m'est pas accablé de l'homme médiéval. Ne parlons pas de la femme du Moyen-Âge, n'est-ce pas, les auteurs du Moyen-Âge, tout. Alors, leur dit, mais enfin, vous parlez de l'homme du Moyen-Âge, ça me fait penser un peu à l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas si vous le voyez de la même façon, mais enfin, c'est un peu cela. Mais de quoi parlez-vous? Est-ce que vous me parlez de l'homme de Charlemagne? Est-ce que vous me parlez de celui de Louis XI? Est-ce que c'est au milieu? Enfin, il y a tellement de différences, n'est-ce pas? Je le répète, il y a des siècles et des transformations. On nous dit bien, il suffit de lire des magazines encore tout récents, qu'en 80 ans, nous avons changé plus qu'en 6000 ans, moi je veux bien le croire, n'est-ce pas? C'est toujours l'impression que l'on se donne. Mais ces gens-là changeaient aussi, il y avait quand même des choses, n'est-ce pas, qui évoluaient. Alors l'homme médiéval, je n'arrive pas. L'auteur du Moyen-Âge, l'autre jour dans une thèse de doctorat au plus haut niveau, n'est-ce pas, qui a été très argumenté, très solide, il est bien entendu que l'auteur du Moyen-Âge ne voit pas. Bon. Alors, c'est ce genre de choses que j'essaye de pourchasser. Et alors, évidemment, on arrive là à avoir de très grandes difficultés, n'est-ce pas? De très très grandes difficultés parce qu'on ne peut pas, ou on en sort très mal, parce que le refuge, ce n'est pas pire, ce n'est pas de Caribe en Scylla, mais ce n'est pas fameux non plus. Le refuge, le repli, pour beaucoup, c'est le siècle.
Alors à ce moment-là, on vous dit, au XIIIe, ben, c'est déjà mieux, n'est-ce pas, bien sûr, mais ce n'est pas parfait non plus. Et bien entendu, beaucoup de mes collègues ont bien vous disent le court XVe siècle ou le long XVIIe siècle, alors qu'il commence en 1500 quelque chose et puis qui finit en, n'est-ce pas? Et non, ça chevauche. Il est évident que ces coupures-là sont encore naturellement beaucoup plus artificielles, puisqu'elles sont en chiffres ronds. Au moins, il y a 1453 ou la mort de Louis XI, on peut encore y voir quelque chose. Alors, ces siècles, c'est la même chose, nous n'avons pas de refuge. Je trouve... Les solutions, je n'en vois pas. Des mouvements de mauvaise humeur. Je mettais des guillemets partout. Il y avait médiéval, n'est-ce pas, à un certain moment. Alors ça faisait un peu ridicule, j'avais des guillemets très souvent. Oui, c'était pour montrer à quel point je n'y croyais pas, je pense. Et là, il me semble approcher un peu de ce que je voudrais souligner tout à l'heure dans ma conclusion. Je pense que quand même, c'est la façon, c'est le reflet d'une paresse. En histoire, il n'y a pas de doute, on date. Ce n'est pas très compliqué. Si l'on parle de tel moment, de telle civilisation, de telle structure, de la condition de l'homme ou de la femme, de ces techniques, eh bien on met à quelle date l'on se trouve. C'est inutile de rester dans ces généralisations abusives. Alors pour une fois, naturellement, on ne va pas dire, on ne peut pas dater très exactement à chaque coup, s'il s'agit surtout de phénomènes de civilisation, de phénomènes structurels, mais l'on peut être approximatif. Et il me semble qu'il y a là une possibilité que, pour une fois, je le dis, nos auteurs anglo-saxons, dont je disais tant de mal tout à l'heure, ont trouvé, c'est leur formule de dire, et là encore je vous ferai grâce de ma prononciation anglaise, n'est-ce pas, mais si vous lisez, vous le trouvez, dans les années 40, n'est-ce pas, dans les années 50, 40s, 50s, etc., ce n'est pas mauvais. L'on peut, ou alors le premier quart du 15e siècle, enfin, il faut faire des efforts. Et je crois que c'est notre rôle pour essayer de désamorcer, n'est-ce pas, de détruire cette idée de bloc compact, cette idée d'uniformité, et pour montrer, en somme, que l'on surpasse cette paresse intellectuelle. Alors, voyez-vous, je pense ceci, je crois que l'on peut, je ne dis pas terminer là-dessus, mais montrer que réellement, à chaque fois, la première des critiques que l'on peut faire à cette façon, n'est-ce pas, de croire réellement dans cette création artificielle, c'est de dire, mais vous ne pouvez pas la situer, vous n'arriverez pas. Alors on vous met une renaissance, mais, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, il y a eu aussi une renaissance carolingienne, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Puis il y avait bien de renaissance sous Saint-Louis. Alors quand il n'y a pas de renaissance, ce sont des crises. Alors que de crises, n'est-ce pas? Autant, on se croirait revenu au temps de la brousse, n'est-ce pas? Et au moment où on apprenait l'histoire, là, par des cycles, il y a constamment des crises, n'est-ce pas? Tout ça est très facile, très ordinaire. Alors voilà la raison pour laquelle je dis, et je crierait très haut, à bas le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout, et qu'on surpasse cette façon de concevoir les choses. Deuxième aspect de la critique, qui, à mon sens, est très grave, je crois, peut-être beaucoup plus grave, et là on pourrait s'amuser davantage, ce n'est pas triste du tout, mais enfin autant en parler très sincèrement, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez les mots de Moyen-Âge, de moderne peut-être moins, encore qu'il est évident que dans l'esprit et sous la plume de la plupart des auteurs, moderne est quelque chose de remarquable, évidemment, par définition, n'est-ce pas? Plus encore, lorsque vous utilisez le mot de Renaissance, vous portez un jugement de valeur. Ça c'est évident. Et il me semble que ces jugements de valeur ne sont pas de notre domaine. Ils ne sont pas du domaine de l'historien dès que c'est trop commode, n'est-ce pas? Il y avait des bons et des méchants rois, il y avait des affreux, il y avait tout cela, ceci a été dit très vite. Quand il s'agit d'un seul individu, l'on peut, bien sûr, établir une sorte de bilan sur des civilisations qui appartiennent à notre passé, dans nos racines, n'est-ce pas, dont nous sommes les héritiers sans aucun doute. Ces jugements de valeur dépressifs, ainsi péjoratifs, sont quelque chose, je pense, de choquant. Je le dis à un moment où, sans doute est-ce un bien, la sociologie, l'ethnographie surtout, nous ont appris, n'est-ce pas, à ne pas mépriser d'autres civilisations et au contraire, n'est-ce pas, à montrer tout ce qu'il peut y avoir de parfait, depuis, n'est-ce pas, le Pont sauvage de Jean-Jacques Rousseau, presque. Alors, l'on en est là, l'on admet, n'est-ce pas, toute forme de civilisation exotique, lointaine, mais alors notre passé à nous, alors là, non.
pas, on ne supporte pas. On dit que c'était vraiment des gens arriérés, insupportables, qui avaient vraiment quantité d'insuffisance. Et tout ceci se trouve, n'est-ce pas, constamment renforcé, je le répète, par finalement l'emploi des mots. Renaissance, vous voyez très bien ce que cela implique. Moyen-Âge aussi, l'âge du milieu, on attend que ça passe, n'est-ce pas? Bon, ils ont attendu longtemps, bien sûr, c'est nous, mais enfin, c'est un peu cela. Et lorsque l'on m'avait chargé, ce n'est pas un souvenir bien agréable, parce que quelquefois, comme vous le savez, les hautes autorités nous obligent à des cours que nous n'aurions pas envie de faire, mais lorsqu'on m'avait chargé à Clignancourt, j'en parle comme ça n'a duré qu'1 an, du premier cours de méthodologie. Alors, j'avais un assez grand amphithéâtre devant moi et je disais, mais quelles sont les qualités, n'est-ce pas, des jeunes gens, quelles sont les qualités de l'historien? Alors, bien entendu, quelquefois j'ai été amené à en discuter après, donc j'ai changé mon discours. Immédiatement, on vous dit la curiosité, bien sûr, la rigueur, l'impartialité, nous sommes d'accord, l'esprit critique, tout ça est très important, l'esprit critique, bien sûr, mais aucun, n'est-ce pas, ne pensez à ce que moi je considère l'une des qualités profondes de l'homme qui se penche sur le passé, qui est la sympathie, n'est-ce pas, pour le passé. Et là, je vous assure qu'arrivé à mon temps, à mon âge, la lecture d'un travail, et je crois que je terminerai là-dessus tout à l'heure, ou presque, d'une thèse, vous éclaire immédiatement. Vous voyez immédiatement si la personne qui a écrit a voulu se mettre à la portée, a voulu comprendre ce qui se passait, ou au contraire, n'est-ce pas, comme tel ou tel présentateur d'émission ou autre se carre dans un coin de fauteuil, n'est-ce pas, rêve et lance des jugements à l'emporte-pièce sans essayer de comprendre davantage. Il me semble que nous souffrons un peu de cette facilité très grande de se réfugier dans des jugements, je répète, presque insultants, quelquefois péjoratifs. Alors, je pense, j'aurais voulu avoir un sottisier, n'est-ce pas, j'en oublie toujours, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point, dès que c'est médiéval, c'est affreux. Si c'est féodal, alors là, n'en parlons pas, n'est-ce pas, c'est même pas la peine d'en parler. Cela peut aller très loin. Ça va très loin et ça prouve, je vais essayer de reprendre, il me semble, quelques toutes petites anecdotes, ici, et cela prouve vraiment l'état d'aveuglement ou de conformisme, ou de paresse des gens qui écrivent comme cela. Vous ne pouvez pas prendre un journal sans tomber, n'est-ce pas, sur des discours d'hommes politiques ou autres qui vous assènent ces fortes paroles. On n'est plus au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, il ne faut plus faire ni ceci ni cela, et il faut libérer telle ou telle chose, il faut... Bon, ça, c'est une première des choses, et on le retrouve tellement. Je repense où il y a très longtemps, autant que j'avais supporté, mais là, ça n'a duré que 6 mois, la lecture d'un certain journal du soir, n'est-ce pas? J'y trouvais, mais il y a 30 ans de cela, chez les Carolingiens du Yémen. Alors, les Carolingiens du Yémen, ça m'est laissé, n'est-ce pas, assez lourd sur l'esprit, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'était une formule. Vous savez à quel point, n'est-ce pas, certains pays du monde méditerranéen actuellement souffrent de toutes sortes d'affrontements avec tout ce qui peut en résulter de peines, de massacres, de destruction. Et l'un des reporters, là, d'un journal que je lis un peu plus souvent, Journal du matin, n'est-ce pas, que tenu pour sérieux généralement, n'est-ce pas, visitait l'un de ces villages qui avait souffert de ces trous. Et au fur et là, disait-il, plus on avance, plus on s'enfonce dans le Moyen-Âge. Mais je vous garantis que c'est absolument authentique. Il n'y a pas 6 mois de cela, ou il y a 1 an au maximum. Et vraiment, cette personne, cet homme qui était allé là et qui souffrait visiblement de ce qu'il voyait et qui essayait de le faire comprendre, n'est-ce pas, n'avait pas d'autre formule que de dire cela. Ceci est frappant. Je vais citer encore colloque en Touraine. Alors, je ne connais plus le nom du village, ça n'a pas d'importance. On nous avait promené, il y avait une église romane très jolie à voir, et puis un petit café sur la place, quelques tilleuls, et puis la mairie qui était absolument charmante, n'est-ce pas, comme on ferait encore chez les peintres, comme on a fait chez les peintres naïfs, et puis les placards, les affiches de la mairie, où le maire disait tout de même, eh bien oui, on ne parlait pas de la rage à ce moment-là, puis c'était en Indre-et-Loire, il y a des chats errants, mais vous n'allez quand même pas abattre, comme vous faites, disait-il à ses administrés, les chats comme ça, il faut les protéger, les rassembler. On n'est plus au Moyen-Âge. C'était, alors, que ce soit l'homme, que ce soit tout, que ce soit les chats, tout y passe. Et je crois que l'on pourrait, je vous dis cela, n'est-ce pas, et j'insiste beaucoup, c'est devenu une habitude, c'est devenu une sorte de référence, je dirais. Il n'y en a pas d'autre.
Actuellement, on pourrait parler des Hittites peut-être, mais ça serait moins frappant. Et il vaut mieux s'en tenir aux valeurs sûres. Alors la valeur la plus sûre, bien entendu, c'est la féodalité. Alors là, le féodal, c'est quelque chose d'affreux, ou bien parce que c'est, j'allais dire, autoritaire, aristocratique. Nous analyserons cela autrement tout à l'heure, je ne pense pas. Parce que c'est, si vous voulez, synonyme, je crois que l'on peut le voir comme cela, que c'est synonyme de guerre et de brutalité. Il me semble, et c'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment, dans ce que j'écris et dans ce que j'enseigne, puisque j'enseigne l'Italie depuis 2 ou 3 ans et je continue, je crois que l'on a maintenant la preuve, n'est-ce pas, de cette sorte d'intoxication, volontaire ou pas, j'ai mon idée là-dessus, n'est-ce pas, mais qui nous a amenés à opposer constamment, dans cette époque médiévale, mettons les guillemets, n'est-ce pas, la féodalité, cette féodalité brutale, guerrière, n'est-ce pas, etc., toutes sortes, ces seigneurs qui n'avaient pas, n'est-ce pas, d'autres occupations qu'au temps des moissons. Il fallait que ce soit au temps des moissons, n'est-ce pas, qui passent avec leurs chevaux dans les blés tout mûrs de leurs paysans, naturellement, dont ils tiraient une proportion, enfin, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais enfin, ils piétinaient quand même, ça, ils piétinaient. Je vous garantis, je l'ai, je le garde très, très précieusement, j'ai un livre édité en 1880-90 qui s'appelle « Les droits du Seigneur ». C'est merveilleux, il faudrait en faire une anthologie, n'est-ce pas? Alors, les droits du Seigneur sont... Il y en a toutes sortes, n'est-ce pas? Il y a les grenouilles, il y a les femmes, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, mais il y a aussi ceci, c'est le seul dont je me souvienne vraiment. Dans ces droits du Seigneur, le Seigneur, lorsqu'il vient de la chasse, n'est-ce pas? Parce qu'il chasse, c'est un homme qui chasse beaucoup, n'est-ce pas? Lorsqu'il revient de la chasse, il a froid aux pieds, évidemment. Et alors, mais c'est en toute lettre, je peux vous l'apporter, n'est-ce pas? Il se déchausse, on lui enlève ses bottes, et il a le droit de se réchauffer les pieds dans les entrailles fumantes de 2 paysans. C'est écrit. C'est écrit, c'est imprimé, n'est-ce pas? C'est imprimé. Vous voyez quel a été le travail, n'est-ce pas, qu'il a fait. C'est bien imprimé, c'est ce genre de collection dans lesquelles le couverture rouge, on a fait les Jules Verne, voyez-vous, d'un moment. C'est à peu près cela. Et c'est nourri de tout ceci, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc, on nous a présenté d'un côté ces brutes sanguinaires, en pensant qu'il ne pouvait rien avoir d'autre, n'est-ce pas? Absolument, absolument pas. Je me souviens, et là j'aurais été plus à mon aise pour en discuter, d'avoir visité, c'était au Louvre, l'exposition, parce qu'il venait d'acquérir un tableau, le tableau d'un condottiere, il y a 6 ans, ça doit être Simone Malatesta, je ne suis pas très sûr, on a fait beaucoup de bruit autour de cela. Et alors il y avait dans le petit salon là qui est au bout une exposition assez bien faite, parce qu'il y avait un tableau, naturellement comme toujours on a mis beaucoup de choses autour, et il y avait des représentations de manuscrits, de livres que cet homme-là, seigneur, n'est-ce pas, de Rimini, condottiere et chef d'armée, et la personne anonyme, ça n'a pas d'importance, mais c'était tout à fait significatif, qui avait mis les légendes, n'est-ce pas, de la vitrine, je dirais, humaniste, littéraire, n'est-ce pas, bien que condottiere, Simone s'intéressait aux arts et aux lettres. C'était tout à fait net, n'est-ce pas, d'un état d'esprit auquel quelqu'un qui certainement avait dans les échelons de la hiérarchie du musée, certaines responsabilités, bien entendu, à qui on avait confié cette exposition bien faite, et ses commentaires par ailleurs convenables, avait écrit ceci. Donc, voyez-vous, je reprends. D'un côté, je vais revenir à mon Italie, nous y étions, d'un côté, cette féodalité brutale, et d'un autre côté, la ville. La ville, alors la ville havre de paix, de liberté, l'air de la ville rend libre, n'est-ce pas, cela on nous l'a dit constamment, un vieux... Je crois que c'est dans le fond d'une campagne allemande que quelqu'un, n'est-ce pas, qui se trouvait dans une position très particulière a crié ça un jour, alors on s'en est emparé ensuite. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord. Ce que je suis en train d'étudier, et avec mes collègues aussi, nous savons maintenant, les Italiens, que la ville, eh bien, c'est le refuge... sauf si elle est royale, et à ce moment-là soumise, et encore, les cabochiens, etc., n'est-ce pas, la ville, c'est le centre des luttes acharnées entre les familles, entre les partis. On n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de se battre, et de se battre dans des façons, n'est-ce pas, que je pourrais raconter, qui sont des façons abominables, n'est-ce pas, bien entendu, des massacres, dès que l'on a mis la main sur le parti adverse, n'est-ce pas, on décapite les chefs, on rase les maisons, enfin, je pourrais en parler, et
Donc nous avons là des guerres, je crois, bien plus sanglantes, plus inexpiables que celles entre les seigneurs voisins pour se prendre 3 vaches dans le pré voisin, n'est-ce pas, ou quelque chose comme ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas. Ce sont des enjeux terribles, à ce moment-là, absolument, la domination d'une ville, et puis d'autres puissances sont derrière. Et pour reparler de ceci, et naturellement l'archéologie, les destructions, ils sont pour quelque chose, mais je pense aussi à un certain mauvais vouloir. Pour reparler de ceci, si pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, nous parlons de château féodal, de donjon, oh, c'est Coucy, bien, quelque chose de genre-là, nous en avons tous, n'est-ce pas, en tête, nous ne penserons jamais à la ville. Eh bien, je vais vous dire une chose, et bien sûr, c'est là-dessus que j'ai travaillé le plus récemment, la demeure seigneuriale, mais les seigneurs des villes sont en même temps des marchands, il n'y a aucune différence, n'est-ce pas, entre le guerrier et le marchand à ce moment-là. La demeure seigneuriale dans la ville est fortifiée. Elle est surmontée d'une tour qui peut avoir 100 mètres de haut à peu près, n'est-ce pas. Alors ces tours, on croit que c'est folklorique. À San Gimignano, il en reste 13, n'est-ce pas, c'est une bourgade. Et les autres ont été détruites. J'en connais une à Gênes, il faut se mettre très en arrière pour la voir de cette façon-là. Nous avons essayé de les compter. Et les chroniqueurs nous disent qu'il y en a 100 à 150. On en a dénombré. Actes de notaire en main. C'est-à-dire ce ne sont pas des documents, n'est-ce pas, fantaisistes et hyperboliques. On a dénombré, avec tous ces actes de notaire qui ne racontent pas tout, environ dans la ville de Bologne, 60 000 habitants peut-être, il y avait environ 200 tours, n'est-ce pas, 200 tours qui hérissaient le paysage urbain. Alors si ce n'est pas un paysage guerrier, là, et si ce n'est pas, n'est-ce pas, exactement le correspondant, sinon le pire, de la féodalité, eh bien non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et c'est l'amertume à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, ça ne passe absolument pas, n'est-ce pas, dans la littérature courante, dans les manuels, ça paraît du folklorique. On continue à parler de la féodalité guerrière et de la ville paisible des marchands, n'est-ce pas, des républiques marchandes, parce que effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a un problème là d'état d'esprit et de valeur. On n'admet pas, n'est-ce pas, on ne peut pas comprendre qu'au fond, les structures étaient environ à peu près les mêmes et qu'il n'y a pas de différence. Donc la féodalité, n'est-ce pas, le mot féodal continue à s'appliquer. Je faisais tout à l'heure allusion, n'est-ce pas, à l'une de mes, réellement, je vous répète, il s'agissait d'un travail sur l'Italie, l'une des thèses très sérieuse, on a beaucoup travaillé, où l'on me disait, n'est-ce pas, une personne de 40 ans écrivant, eh bien la féodalité, c'est la brutalité. On vous écrit ça comme ça. Bon. Tout ceci, donc, des jugements de valeur qui ont envahi notre littérature historique, dans même, je dirais, des ouvrages bons, n'est-ce pas, que l'on peut lire. Je vais en finir là, quand même, avant d'aborder ma dernière partie. Le problème, encore, tout ceci reposant, car je crois quand même qu'il faut donner un sens à ce bavardage, tout ceci reposant, finalement, je viens d'essayer de le montrer pour la ville, sur une information scientifique insuffisante, sur le manque de travaux en profondeur, sur croire et répéter infiniment ce que d'autres ont écrit avant soi. Si l'on ne s'en mêle pas, on n'y arrive pas. Je crois que l'on peut encore évoquer 2 aspects de ces jugements de valeur erronés, parce que l'on n'a pas travaillé. C'est évidemment la situation invraisemblable des paysans. Il est évident que les temps peuvent être très durs, c'est sûr. Il est certain que des famines ont ravagé des campagnes entières, mais enfin l'humanité de l'époque a survécu. Enfin, non seulement elle a survécu, mais elle s'est étendue d'une façon extraordinaire, jusque sur les rives du Jourdain, bien sûr par exemple, et jusque sur les flancs des Carpates. Donc par conséquent, n'est-ce pas, ils ont été capables de faire des choses, et contrairement à ce que le plus grand historien de la campagne française écrit encore, les rendements n'étaient pas si mauvais que cela, n'est-ce pas, à cette époque-là, c'est une chose. Mais surtout la condition sociale du paysan. Alors la condition sociale du paysan, essayons de voir. Premièrement, il y a une chose qui est très frappante, n'est-ce pas, et je vous demande de bien vouloir, les jeunes, considérer, c'est que dans notre historiographie, le paysan n'est jamais représenté que comme soumis à un seigneur d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, il l'est toujours, ça c'est évident. Quel que soit le seigneur, c'est ce qu'on appelle le seigneur banal, ça peut être le roi, ça peut être l'évêque, ça peut être le chapitre, n'est-ce pas, ça peut être un prince, ça peut être un hobereau du coin. Mais du point de vue économique, il n'est
dans l'historiographie habituelle de paysans que cultivant des terres appartenant au seigneur, étant donc, le mot est facile, tenancier. C'est absolument faux. Faux. La propriété individuelle est considérable, ce qu'on appelle l'alleu, n'est-ce pas? Mais là encore, ou bien idéologie, parce que ça ne rentre pas, n'est-ce pas, dans cette lutte contre l'aristocratie seigneuriale, ou bien alors manque d'information. Parce que, évidemment, et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il est beaucoup plus facile d'avoir des documents seigneuriaux, surtout ecclésiastiques, qui sont généralement très bien tenus, n'est-ce pas, montrant le paysan dépendant de soi, ça c'est tenu, les cartulaires, par exemple, que d'avoir, que voulez-vous que l'on ait comme type de document, n'est-ce pas, de paysans pour ses propriétés individuelles. Alors on commence peu à peu, les testaments, les inventaires après décès. Pour le XVe siècle, nous commençons à savoir, n'est-ce pas, quelles sont réellement les terres qui ne doivent rien à personne, absolument rien. Et voilà une révolution, mais disons un changement considérable dans l'optique que l'on peut avoir sur la société paysanne, sur la société rurale. Il faudra un moment essayer de voir, n'est-ce pas, quelle est la proportion qui existe réellement dans une société villageoise entre les terres dépendantes de tel ou tel seigneur et les autres qui sont encore à chercher, n'est-ce pas, qui sont encore à essayer de trouver. Première chose. La deuxième des choses est celle-ci, que, bon, laissons tomber, attachés à la glèbe, que vous retrouvez toujours dans tous les mots croisés, n'est-ce pas, ou ces choses-là. Ça aussi, vous savez, alors il faut savoir où ils sont attachés à la glèbe, où ils vont peupler les villes, n'est-ce pas, c'est l'un des deux, bien entendu. Mais la grosse affaire, alors là, je trouve ça d'une indécence, parce que, personnellement, j'ai eu la chance de payer mes impôts très tard, mais de les payer quand même, je trouve ça d'une indécence invraisemblable, le paysan accablé d'impôts. À notre époque, n'est-ce pas, avoir l'affront de dire, n'est-ce pas, de continuer à parler de cela et de dire que ces hommes étaient accablés d'impôts, alors c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable, je vais vous dire, pour 2 ou 3 raisons. Non, le paysan n'est pas accablé d'impôts et il n'aime pas ça du tout. Et toutes les révoltes paysannes du XVIe siècle, Roland Mounier l'a suffisamment fait étudier, n'est-ce pas, toutes ces révoltes paysannes ont été faites au moment où réellement on a commencé à introduire l'impôt, c'est-à-dire l'impôt royal. Donc on ne pouvait pas souffrir, parce que quand on est dans le Languedoc ou le Périgord et qu'on voit arriver des agents du roi, on se dit de quoi se mêle-t-il? Tandis que le seigneur du coin, au moins on le voit, il marie sa fille, il y a une fête, enfin, là c'est plus supportable, c'est pas du tout de même nature, de même poids. Or, dire que le paysan est accablé d'impôts, là je veux m'en tenir, si vous voulez, on ne peut pas faire de statistiques, mais là encore une sorte d'examen méthodologique. Cela relève d'une double erreur, et qui quelquefois les deux finissent par s'additionner. Premièrement, c'est de mettre ensemble tous les impôts, tout ce qu'ils payent, toutes les taxes. Et en particulier, je ne trouve pas de manuel, n'est-ce pas, qui fasse une distinction entre ce qu'on appelle les véritables impôts, c'est-à-dire les tons-lieux, les péages, la taille et toutes ces choses-là, la main morte si l'on veut pour les serfs, et le cens. Le cens, c'est un loyer de la terre, n'est-ce pas? C'est le loyer, sans plus. Et si je suis non propriétaire de ma maison actuellement, mais locataire, quand je paye mon loyer, je ne dis pas que c'est un impôt. Or, le cens, c'est les 3/4 de ce que payaient les paysans, toujours. Jamais aucun ouvrage, n'est-ce pas, rapide, même sérieux, même, mon regard se portait tout à l'heure sur l'un de mes prédécesseurs, n'est-ce pas, que j'évoquerai encore bientôt, n'est-ce pas, n'a voulu ou osé essayer de faire cette distinction. Il y a un sens. Or, le tenancier, vous savez, là, je pourrais en parler longtemps. Le sens, il a été fixé une fois pour toutes, il y a la dévaluation de la monnaie. En nature, c'est autre chose. Et c'est là qu'est la grande distinction. Dévaluation de la monnaie, ça finit par faire peu de choses. Or, quelque chose qui ne correspond plus à nos habitudes non plus, à laquelle il faut penser, qui n'est pas notre cas, la tenure, c'est-à-dire la terre que tient le paysan, n'est-ce pas, de son seigneur, premièrement, elle est héréditaire. C'est déjà quelque chose de très important. Deuxièmement, n'est-ce pas, il peut la sous-louer. Et alors, 9 fois sur 10, il a sous-loue le triple ou le quadruple, n'est-ce pas, de ce qu'il paye au seigneur. Ça, c'est régulier dans les villes en particulier, n'est-ce pas? Quatrièmement, quelquefois même, il peut la vendre. C'est-à-dire que quand il dit « je ne veux plus être tenancier », c'est celui-là qu'il sera. Il la vend, le seigneur touche un droit sur cette vente. Cela nous emmène dans des considérations techniques, mais qui sont intéressantes pour montrer que même cette location n'est pas la nôtre, qu'il faut y penser. Et puis, deuxièmement, je disais, une erreur de méthodologie, et la voilà. C'est que nous nous rendons
très mal compte de ceci. C'est la même chose lorsque l'on veut étudier la démographie, on revient à ça. Vous prenez un registre, nous n'avons pas d'autre registre de démographie ou d'étude des finances que de fiscalité. Alors vous prenez un registre seigneurial et vous voyez tout le receveur du seigneur, n'est-ce pas, de l'évêque, je répète, du chapitre, du roi surtout, du prince, ont écrit un tel doit tant, vous avez ça, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et puis, ben oui, puis vous dites, regardez tout ce qu'ils payent. Ah non, pas du tout. C'est ce qu'ils doivent payer, ils ne le payent pas. Ils ne payent pas, les gens passent, et c'est marqué, ça fait plaisir toujours, n'est-ce pas, on marque, mais ce qu'on appelle les arriérages, on tombe quelquefois quand on va dans le détail, n'est-ce pas, et on regarde de près quelquefois, ils sont fous les receveurs, ça fait 10 ans que ça traîne, qu'ils n'ont pas réussi, ils se disent après tout ça viendra peut-être un peu, puis alors s'ils ne payent pas son sens, ils payent autre chose, et puis il n'y a pas tellement de monde installé sur la terre, n'est-ce pas, et c'est là une erreur méthodologique de ne pas considérer la nature, n'est-ce pas, du registre que l'on est en train d'étudier. Car dans toutes ces fiscalités, nous dirons, si vous voulez, ou ces registres financiers, il y a toujours deux sortes. Enfin, il y a la liste de ceux qui doivent payer, et puis on en fait un deuxième qui est la liste des paiements. Alors c'est comme cela qu'en confrontant, sans le savoir, quelquefois deux types, on trouve des bons démographiques ou des chutes démographiques extraordinaires, n'est-ce pas? Parce que l'on passe naturellement d'une liste interminable de ceux qui auraient dû payer à une liste beaucoup plus réduite de ceux qui ont payé. Alors là, quelle peste est passée par là, et puis les guerres et tout. Puis au contraire, alors nous avons une natalité extraordinaire, n'est-ce pas, qui a comblé les vides. La recherche, n'est-ce pas, n'est pas facile. Et il faut penser à ces choses-là. Et alors quand on est animé, et je vais le dire, n'est-ce pas, d'un mauvais esprit, ce qui est souvent le cas, bien alors on arrive à triturer, à faire absolument tout ce que l'on veut. Donc voyez-vous que ce soit le féodal, le paysan, vous me permettrez, je suis moins bien, aussi un petit peu quand même, armé pour en parler. Il y a aussi dans ces jugements de valeur péjoratifs la fameuse condition de la femme. Alors là, c'est quelque chose. Et là aussi, j'ai trouvé, n'est-ce pas, et sont tombées les mémoires de maîtrise. C'est plus tard, il me semble que les jeunes étudiantes sont moins agressive là que mes collègues entre deux âges. Enfin, c'est à voir. Mais je trouve, pas beaucoup dans les mémoires de maîtrise, mais dans des thèses, j'en ai lu une, enfin il s'agissait de musique, il est vrai, bon, mais où le mari avait le droit de vie et de mort, ça c'est sûr, n'est-ce pas, la femme, ça, bon, tout ça. Mais ce que j'ai trouvé, n'est-ce pas, évidemment, et là, je ne voudrais même pas que vous puissiez suivre mon regard, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour cette collègue, qui avait écrit une thèse sur la condition féminine, ou une part de condition féminine, il y avait, n'est-ce pas, cette idée naturellement de la femme objet. Alors ça, c'était terrible, la femme objet, on avait quantité, et alors au Moyen-Âge, elle se laissait emporter, et là encore, nous allons tomber dans la méthodologie et la nécessité de voir les documents. Elle s'est emportée en disant, regardez, on fond la femme dans les cours, ou pour les bourgeois, mais en tout cas les seigneurs, et dans les villes, on ne pensait qu'à une chose, la couvrir de bijoux et de vêtements riches. Ah, c'est pas vrai. Quand vous étudiez jusqu'au XVe siècle, y compris après, pour moi, ça ne compte plus, mais pas quand vous écrivez jusqu'au XVe et que vous étudiez les inventaires des garde-robes, c'est l'homme qui est richement habillé, n'est-ce pas? C'est l'homme qui est l'homme-objet, si vous voulez, de moi qui est l'homme de parade. Et c'est lui souvent qui a des bijoux plus que la femme. Plus les bagues, n'est-ce pas, des choses comme ça, des grandes agrafes. Et les colliers de la toison d'or, c'est magnifique, jamais une femme ne porterait une chose pareille, n'est-ce pas? Et effectivement, vous prenez une garde-robe, vous voyez le nombre, je pense, des villes italiennes, vous les regardez, hommes et femmes, vous voyez les dépenses beaucoup plus pour les hommes et surtout la beaucoup plus grande variété des couleurs, n'est-ce pas? La femme est très souvent gris ou noir, pas davantage, bon, plus jeune, très jeune autrement, mais là, l'homme tout au long de sa vie va porter la robe rouge, la robe orange, la robe vermillon, tout ça. Et donc là encore, si vous voulez une idée toute faite qui n'est pas appuyée et qui est immédiatement démentie par l'étude, n'est-ce pas, des documents. Alors ceci, c'était pour dire, n'est-ce pas, qu'il y a là des jugements de valeur ou de mauvais esprit, donc il faudrait se garder complètement, ou bien qui sont vraiment dus à un manque d'information. J'en arrive à ma dernière partie, qui me semble, je suis moins à l'aise pour en parler, parce que c'est plus délicat, plus difficile, mais il me semble que cet mépris du Moyen-Âge tient à des a priori, je dirais de caractère idéologique, si vous voulez, d'une façon générale, très générale. De deux
2 ou 3 aspects de ceci qui sont indiscutables, qui sont au fond, en quelque sorte, la projection des préoccupations de l'époque où l'historien écrit sur son passé. Ce n'est pas vrai que l'histoire est parfaitement libre, c'est très difficile, n'est-ce pas? Surtout dans les moments de combat. Or, nous n'oublions pas que l'histoire a été, et c'est notre honneur sans aucun doute, elle a été écrite vraiment telle que nous la concevons, sortant des mémoires, n'est-ce pas, ou des choses comme cela, dans le dernier quart du XIXe siècle, et par des Français, avant tout. Et par des Parisiens avant tout. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de la féodalité, alors les enfants de Toulouse, n'est-ce pas, les jeunes gens de Toulouse, quand ils lisaient ce qu'on écrivait sur la féodalité dans l'Europe occidentale, ils ne devaient pas rien y comprendre. Mais, donc, nous sommes là, et vous suivez mon regard, n'est-ce pas, 1871, 1875, ce qu'il faut privilégier avant tout, et on l'a fait. Et on l'a fait avec, quelquefois, un grand enthousiasme festif, quelquefois une mauvaise foi tout à fait patente. Cela s'est porté sur 2 aspects, il me semble. D'abord, l'exaltation des systèmes centralisateurs. Enfin, la France étant tout à fait comme ceci, donc tout ce qui est régionalisme, féodalité, c'est mauvais. N'est-ce pas? Et l'on a, ce qui est très amusant, à une époque, vous avez suivi ce que je voulais dire, n'est-ce pas, naturellement, on voulait exalter la République, les rois, dans ce sens, c'était des braves gens, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute, parce qu'ils ont centralisé la France. C'est certain. Et vous avez encore en tête, n'est-ce pas, Louis VI, qui montait à cheval difficilement, comme vous savez, mais qui a réussi à mettre un terme aux seigneurs brigands. Les seigneurs brigands, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils touchaient des péages que le roi, dès qu'il les a battus, a touché à leur place. C'est évident, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Donc il y a eu tout cet aspect qui a été antiféodal, évidemment, n'est-ce pas, très centralisateur, et c'est l'explication peut-être de tout à l'heure. C'est aussi, et à chaque fois, si vous voulez, si vous me suivez bien, vous voyez que j'essaye de mettre toujours les 2 choses ensemble. Je ne dis pas la mauvaise foi, mais disons le parti pris et la paresse. C'est beaucoup plus facile de faire de l'histoire quand on imagine que tel royaume ou toute l'Europe occidentale marche au même pas, n'est-ce pas? Alors on projette un peu partout toutes les conclusions que l'on a pu trouver. C'est beaucoup plus facile que de chercher dans le détail, n'est-ce pas, ce qui se passait là et là. Donc, exaltation de la centralisation. Puis alors, bien entendu, et j'y ai déjà suffisamment fait allusion pour que l'on ne revienne peut-être pas tellement, l'idéologie politique qui a fait qu'au fond était valable et représentait des progrès considérables sur ces affreux féodaux, tout ce qui est marchand, république et bourgeois, n'est-ce pas, bien entendu. Il n'y a pas à en dire de mal, c'est comme cela. L'on a voulu affirmer et les vertus d'une catégorie sociale qui n'en manquait certainement pas, mais est-ce que dans le passé, n'est-ce pas, on pouvait la représenter de cette façon, et les vertus de systèmes politiques dont on a affublé ces pauvres communes italiennes qui n'avaient ni rien de républicain, ni rien de démocratique, ni rien de bourgeois du tout, n'est-ce pas, que l'on présente comme cela. Des livres sérieux s'appellent encore les républiques marchandes d'Italie. On ne dit pas tout à fait démocratiquement, on parle du peuple, alors que le mot popolo en italien, je rêve, si vous voulez, d'un colloque qui durerait au moins 3 jours pour essayer de le définir. C'est vraiment pas commode, n'est-ce pas? Le popolo dans les chroniqueurs ou les textes législatifs italiens est très difficile. Alors, on a là commis, voyez-vous, je crois que l'on peut insister là-dessus, des erreurs et des approximations qui sont quand même tout à fait regrettables. C'est la raison pour laquelle, essayons de développer un tout petit peu, la Renaissance, c'est l'Italie. Parce qu'il n'y a que là qu'il y a des communes, entendu, n'est-ce pas, des véritables communes puissantes. C'est quand même très grave. C'est un jugement de valeur. Une histoire de l'art, je ne suis pas très spécialiste, mais enfin quand même, cela a occulté pendant fort longtemps, et on commence seulement à se reprendre, toute la production artistique française du XVe siècle, qui a été négligée. Il a fallu vraiment, n'est-ce pas, qu'il y ait Léonard de Vinci, les guerres d'Italie, pour qu'on commence à savoir peindre. Quand on voit En guerre en carton ou d'autres, n'est-ce pas, et puis ne parlons pas de l'art flamand, n'est-ce pas, c'était là quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, de penser que la peinture française, tout ça aussi pour une autre raison, qui est encore une affaire de méthodologie, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer les valeurs artistiques d'un tableau sur chevalet où excellaient les Italiens, n'est-ce pas, que l'enluminure sur livre, qui était le propre des Français, beaucoup plus difficile à trouver, Grandes Heures de Chantilly, etc., n'est-ce pas, où les Italiens étaient presque nuls, n'est-ce pas, et où c'est nous qui savions le faire. Alors on n'a pas su, n'est-ce pas, passer de l'un à l'autre, et on a commis, je trouve, des erreurs
considérable sur la façon d'apprécier des œuvres d'art qui ne sont pas à apprécier, toute cette affaire de la ligne de fuite, la profondeur de champ, la perspective, et alors, n'est-ce pas, laissant tomber naturellement le caractère spirituel d'autres œuvres qui avaient bien entendu leur valeur. De la même façon, en Italie, je l'ai écrit récemment, dans un ouvrage en toute simplicité, je vous en reparle, de la même façon, en Italie, la Renaissance, c'est Florence, c'est les villes de communes. Parlons pas trop des villes de cour. Ah, pourtant, Rome, n'est-ce pas, des papes, et Naples, tout de même, quand même. Et s'il est exact que Rome est un peu au second plan au temps du grand schisme, bien entendu, mais au XVe siècle, elle dépasse Florence, il n'y a aucun doute. C'est à Rome que les gens vont faire leurs écoles, n'est-ce pas, leurs classes. Il reste qu'on mettra toujours en avant Florence. Alors, je crois que l'on peut, sur ce point, n'est-ce pas, d'a priori idéologique, essayer d'être quand même à peu près serein, de s'en défaire maintenant. Mais ça nous colle, absolument. Vous prenez, vous n'êtes peut-être pas très averti, mais pour moi ça m'a toujours frappé, je me suis battu pour essayer de faire autre chose. Le programme d'entrée et des concours de nos grandes écoles, des écoles normales, c'est l'Antiquité, parce que c'est la vertu des Gracques, n'est-ce pas? Et puis c'est l'histoire contemporaine, parce qu'il faut quand même, n'est-ce pas, qu'on apprenne la République, les avatars de MacMahon et des autres, n'est-ce pas? Mais entre-temps, rien, n'est-ce pas? Rien. Nous n'arrivons pas encore, en dehors de l'option histoire, à faire en sorte qu'il y ait à l'entrée de Ulm-Sèvres, qu'il y ait une épreuve, n'est-ce pas, de Moyen-Âge ou de moderne. Je l'ai obtenu au temps où je m'occupais de la Société des médiévistes pour Saint-Cloud et Fontenay, par roulement. Mais enfin, là, il n'y a pas. Donc nous héritons, n'est-ce pas, de ces programmes qui ont été mis en place il y a fort longtemps et qui font de nos jeunes gens, n'est-ce pas, ensuite, des hommes qui... Dans cette critique sévère, solide et définitive du Moyen-Âge, c'est l'idée que nous avons indiscutablement, je dirais, du progrès continu et en somme de l'évolutionnisme. Nous ne sommes pas à Darwin, mais presque, n'est-ce pas? Presque. Et c'est indissociable. En somme, il y a une civilisation merveilleuse autrefois, puis elle a chuté, ça c'est les catastrophes. Bon, on la présente comme une catastrophe. Et puis alors, depuis lors, d'une façon absolument continue, n'est-ce pas, jusqu'à notre époque, pour arriver aux choses merveilleuses que nous vivons en ce moment, et à cet homme parfait que nous sommes en train de devenir, à tous les points de vue, c'est un progrès constant. On ne peut pas concevoir des parcours en dents de scie, des rechutes. Non. Si je trouve constamment des gens qui me disent, bon oui, voyez-vous, commencez au XVIe, au XVIIe siècle, qu'est-ce que ça devait être au Moyen-Âge? N'est-ce pas? Alors on est là très frappé. C'est valable pour quantité de choses. Je veux bien croire que c'est comme ça au XVIIe. Je veux bien croire qu'au XVIIe siècle, je n'en sais rien. D'autres que vous ici me le diraient que, bon, l'instruction dans les communes, dans les petits villages, on n'apprenait pas à lire, je n'en sais rien. Mais au Moyen-Âge, il y a des maîtres d'école partout. Il n'y a pas seulement le prêtre de la paroisse, mais il y a des maîtres d'école, il n'y a aucun doute. On les voit émerger au budget, n'est-ce pas? On voit ça. Et pourquoi on aurait fait des peintures avec un tas d'inscriptions, n'est-ce pas, en dessous, si les gens n'avaient pas su lire? Et puis, on a des sceaux des paysans, ça c'est sûr, n'est-ce pas? On nous dit aussi, et c'est vrai, je crois, c'est dans Fernand Braudel, et comme je l'ai beaucoup aimé, je crois presque tout ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Eh bien, au XVIIe siècle, le pain était dur comme tout, n'est-ce pas? On en fabriquait toutes les 3 semaines, il fallait une hache pour le casser. Je veux bien, mais alors au Moyen-Âge, alors là, ah non, précisément, l'une de mes, moins jeune maintenant, mais l'une de mes collègues a fait, je lui ai fait faire une thèse de 3e cycle à l'époque, sérieuse, sur le pain dans les villes du nord de la France. C'est du pain blanc, n'est-ce pas, au 15e. Quand ils n'ont pas de pain de froment, ça va très mal, n'est-ce pas? C'est du pain blanc, qui est vendu de toutes les façons, et vraiment, ne parlons pas des misérables, des mendiants, n'est-ce pas, des marginaux et des réprouvés, mais disons, jusqu'aux compagnons de métier, on mange ce pain-là. Après, peut-être ça a changé. Donc, vous voyez qu'il y a cet aspect de la question qui est celle-ci, n'est-ce pas, qui est qu'il faut admettre qu'une civilisation antérieure à une autre ait pu connaître, sur certains aspects, des situations matérielles, pourquoi pas spirituelles aussi, ça c'est autre chose, mais qui étaient peut-être plus confortables, et qu'il n'y a donc pas, que l'homme n'a pas vécu toujours dans cette hantise d'arriver au basket, aux chaussures de toile, n'est-ce pas, et à la vidéo. Ça, c'est évidemment pas. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, je vous ai retenu bien longtemps, je voudrais, si vous voulez, tout ceci conclure. Pour moi, il me semble, je le répète, la nécessité est absolue d'une spécialisation pédagogique, scientifique, recherche,
Mais je crois qu'il faut se guérir, n'est-ce pas, de cet esprit dépréciateur. Et cet esprit dépréciateur est commode. On se répète les uns les autres. Et je ne m'empêche de le dire, ce n'est peut-être pas très charitable, que cela vient aussi peut-être du fait que parmi les auteurs qui ont le plus fait connaître ce Moyen-Âge, un ou deux au moins n'aiment pas ce dont ils parlent, n'est-ce pas? Et que naturellement ça leur paraît toujours la période de l'obscurité et qu'ils ne peuvent s'empêcher de le dire, et ceci est très grave car ce sont des autorités. Ceci c'est une chose. Mais je crois que laissons tomber, et comme tout de même une part importante de l'auditoire en est encore à pouvoir, je pense, rechercher, travailler, ce qui m'agace et me désespère presque le plus, sur ce qui m'amène à la critique la plus violente, c'est évidemment, bien sûr, cette idéologie, ces partis pris que je trouve un peu ridicules, un peu obtus, mais c'est aussi et surtout que se figer dans cela, c'est une paresse. C'est la paresse d'aller au document et d'aller dans le détail, et ça je peux vous garantir une chose, que nous avons travaillé les uns et les autres, mais que vous ne serez arrivé à mon âge sans avoir fini, n'est-ce pas, tout ce que l'on peut trouver sur cette période où il y a évidemment beaucoup à dire. Je vous remercie. Monsieur, je vous remercie en notre nom à tous de cette conférence que finalement vous avez voulu causerie, mais qui n'en était pas moins bourré de documents précis, et aussi finalement d'un catalogue des éléments de crétinisation des étudiants actuels et du monde érudit actuel. Je veux dire que finalement vous nous avez montré avec combien de talent que le mot féodal recouvrait stupidité et brutalité, que le Moyen-Âge c'était la référence de la sottise, du crétinisme en général, il faut bien le dire. Et finalement, il y a un obscurcissement. J'espère que vous allez, parmi nos étudiants, susciter des vocations de médiévistes et qu'ils vous trouveront dans les séminaires de doctorat et en maîtrise. Car le Moyen-Âge, finalement, est attachant, c'est ce que nous avions tous constaté. Mais alors, ce qui m'a frappé, voyez-vous, c'est que, finalement, le Moyen-Âge est présenté comme quelque chose, une période épouvantable. De sombre brut. Bien. En revanche, les mêmes, les voisins idéologiques, je suis allé au grand colloque du CNRS sur l'immortelle Révolution française la semaine dernière. Alors là, on est très frappé parce qu'autant le Moyen-Âge est une abomination, autant la Révolution, ça, c'est tout de même une période de progrès, nous n'avons pas fini de vivre. Non, hélas. Et vraiment, c'est la période où on était heureux. Évidemment, quelques marginaux ont peut-être été noyés, trucidés, peut-être un peu de cannibalisme aussi, des fours à la Tureau. Mais tout ça, ce n'était que les premiers pas vers des progrès qui verraient les grands massacres. Les matins radieux. Les matins radieux avec massacres, exécution des enfants dans le ventre de leur mère, etc. Enfin, tout ça marche du même pas, parce qu'au fond, c'est toujours la même chose, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que cette présentation, au fond, relève de l'esprit des Lumières. Cet obscurcissement, je crois, nous le devons aux Lumières. Lumières aggravées par la Révolution. Mais il est certain que lorsque Fontenelle a écrit tout de même qu'on avait cessé de penser depuis Cicéron, on peut sentir le même genre d'esprit là-dedans, et avec toujours cette idée que le passé, l'âge d'or n'était surtout pas dans le passé, et encore moins dans un paradis terrestre totalement mythique, bien sûr, qu'il est dans l'avenir et sur Terre. Par conséquent, tout ce qu'on a fait avant est inepte. Alors ça, c'est ce que les Lumières, sous des formes plus ou moins élégantes, ont répandu partout. Et puis, j'ai l'impression, alors naturellement, à plus forte raison que la Révolution, où non seulement le passé doit être extirpé, les statues martelées, car ça c'était tout de même une loi de notre admirable Révolution, qu'il fallait marteler les statues, raser les églises. On a commencé un peu à exécuter cela, puis ça a pataugé sinistrement. Mais là, il y a tout de même une idée qui me semble très importante, c'est qu'au fond, rien n'était bon dans le passé, l'avenir est sur Terre, un avenir qui sera d'ailleurs excellent, le bonheur sera assuré, grâce justement à ces marchands, grâce à ces gens qui s'occupent essentiellement du bonheur matériel, de la production des biens matériels et de la circulation des biens matériels. Ceux-là sont intéressants. Ceux-là sont des gens égaux d'abord, intelligents, et des gens qui d'ailleurs sont républicains.
ce qui est évidemment le signe. Alors, je crois que cette idéologie, cette présentation fausse, et du reste, je sais ce que vous en pensez, mais confions-le, au fond, c'est l'idée qu'on retrouve chez nos brillants collègues dans ces colloques où nous étions, sur 80 communicants, nous étions 2 à avoir évoqué les victimes de la Révolution française, avec d'autant plus d'enthousiasme d'ailleurs, mais enfin, il n'empêche. C'est tout de même, c'est confondant, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, voilà la question que je vais vous poser. Est-ce que vous ne croyez pas que cet obscurcissement volontaire est précisément, aux joies, le fait des Lumières? Bah, écoutez, vous m'embarrassez parce que tout à l'heure j'ai bien dit, n'est-ce pas, que l'on ne pouvait pas parler excellemment et même modestement de tout. Donc cette période de l'ère des Lumières remonte pour moi, si vous voulez, ou à des études fort anciennes, ou alors à une... comment dirais-je, à des lectures tout à fait désintéressées. Mais je vous crois, et je citais tout à l'heure, moi je l'ai fait remonter moins loin, n'est-ce pas? Je parlais du 19e, parce que je m'en tiens aux problèmes bourgeois et aux problèmes républicains. Mais en ce qui concerne, effectivement, la notion, la valeur de l'avenir, n'est-ce pas? Ça, c'est important, et je crois que vous avez raison là. Au fond, ce qu'il nous manque, et personne ne peut le faire, je ne pourrais pas le faire non plus, parce que ce ne sont pas des travaux de médiévistes, ce serait l'idée du cheminement d'une idée, n'est-ce pas? Oui. Comment la féodalité a-t-elle été présentée au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe? Je crois qu'il faudrait arriver à faire ce genre de choses. Alors nous avons des éléments épars, je vous ai parlé du Seigneur retour de la chasse, il y a tout cela, bon, les rois en ont pris pour eux, mais d'une façon différente, effectivement, parce que quand même, certains rois étaient mieux. Mais je pense que c'est cela, n'est-ce pas? Comment le Moyen-Âge a-t-il été présenté au fur et à mesure des temps dans les cercles intellectuels, dans les cercles littéraires, dans les sociétés de lumière, comme vous dites. Oui. Alors il y a évidemment, M. Corbusier avait un peu aperçu ça, mais ce n'est pas son propos, à travers l'histoire de Jeanne d'Arc dans les textes du XVIIe siècle. Ah oui. Est-ce que les intendants, généralité par généralité, évoquaient Jeanne d'Arc? Or, il y en avait certains d'entre eux, puisqu'elle a tout de même circulé, avaient l'occasion d'évoquer. Il a noté que finalement, sur les 33, il y en avait un qui en avait parlé, à la fin du XVIIe siècle. Or, à la fin du XVIIe siècle, on est justement dans la crise de la conscience européenne. Oui, c'est cela, ça rejoint cela. Oui, je vous en prie. Je suis très intéressée par ce que vous avez dit et j'ai particulièrement noté ce que vous avez dit sur la nécessité d'une spécialisation. Je ne ferai pas du désarroi d'un professeur du secondaire lorsque on lui propose comme thème de classe de 6e l'agriculture depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ou bien la monnaie, les transports de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Est-ce que c'est encore, excusez-moi de vous interrompre, c'est encore, je ne suis pas cela de très près. À partir de cette année, oui. Il y a un changement de cette année. Voilà. Oui. Mais ça a duré une dizaine d'années environ, au moins, oui. Et de même le désarroi des professeurs de seconde qui se retrouvent dans l'obligation d'établir une vaste fresque de la civilisation ou des civilisations depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et la Révolution doit faire l'objet d'une leçon d'1 heure, pas plus, parce qu'on n'a pas le temps. Ça vaut peut-être mieux dans beaucoup d'établissements, vous savez. Je pense pour vous, c'est dommage, j'imagine, pour vos élèves, mais en bien d'autres endroits. Vous voyez mon âge et je vous assure que c'était pénible, n'est-ce pas? Je ne dis pas que je renaclais, non, je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas aucun souvenir. Je ne voudrais pas me dire que j'étais opposant à cela, mais ça devenait monotone, n'est-ce pas? Et il y en avait des journées en 89, n'est-ce pas? On était au 20 juin, puis le 21, on avait oublié ce qui se passait, mais on sautait au 23, on savait tout de suite. C'était très long. Et là, je crois que l'on a, oui, je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, ici, mais de cet âge, d'autres pourraient vous dire à quel point, en 39, par exemple, donc il y avait un cinquantenaire quelconque, là, les fanfares, qui dans toutes les écoles laïques et dans ce cours complémentaire où je me trouvais, qui était bien honorable par ailleurs, c'était vraiment quelque chose, n'est-ce pas, la grande fête, et on nous a incité vraiment à cette révolution française, oui, qui est mal comprise. Enfin, il est certain que voilà quand même quelque chose, si j'en crois mes lectures, pas, qui peut commencer à changer, même si vous n'êtes que 2 sur 80, ça va pouvoir changer. Oui, Max Gallo s'en est pris d'ailleurs à cette école en disant que c'était des muscadins. Oui. Mais ça, le fait qu'il ait réagi à son niveau, c'est-à-dire le plus simple, il faut bien le dire, total, qu'il ait réagi avec cette violence est pour nous très bon signe. Oui, absolument.
réputation du Moyen-Âge, elle est générale. Il y a un élève dernièrement qui, lorsqu'on décrivait le système socialiste du point de vue économique, s'est exclamé, mais c'est le Moyen-Âge. Oui, c'était tout le contraire, évidemment, tout le contraire. Ça, je crois que si ça ne restait, voyez-vous, ma conclusion est quand même ferme, si ça ne restait que dans le parler folklorique, bon, on le supporterait, on se dirait c'est du folklore, laissons-le, le journaliste qui écrit ça, mais c'est que j'ai peur que ça décourage des recherches sérieuses et que ça amène à ne pas voir. L'exemple que je citais tout à l'heure, pour nous autres, historiens de l'économie, des alleux paysans, de la propriété paysanne, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental. Nous commençons à entrevoir ce que pouvait être non seulement la véritable, mais surtout ce qu'on a voulu toujours nous cacher, la hiérarchie du monde paysan, n'est-ce pas? La masse paysanne, voilà, comme ça on écrivait la masse paysanne. Alors vous avez des hiérarchies considérables, n'est-ce pas? Et que moi j'ai des petits-enfants, j'en ai une qui vivent très loin, qui naturellement disaient, j'ai vu les cahiers de classe, le paysan, tout ça, mais je disais, mais non, il y a des paysans plus riches que le petit seigneur du coin, c'est évident, à ce moment-là, bien entendu. Il y a des gens qui ont fait fortune. Et or, cela, ça nous cache une réalité. Et si vous voulez, vous savez à quel point je suis en sympathie avec tous les problèmes d'idéologie, mais je me place sur le plan de la recherche, c'est extrêmement grave, parce que ça sclérose, n'est-ce pas? Et puis, je vais être plus méchant, ça permet à des gens qui n'ont pas travaillé de briller tout de même. Et tout à l'heure, vous ne m'avez pas suivi mon regard parce qu'il se porte trop haut, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi. J'ai essayé de le dire, c'est très frappant. J'ai essayé de le dire à mon premier cours de licence cette année. J'ai dit, écoutez, quand vous prenez des ouvrages et que vous avez telle ou telle admiration pour tel auteur, regardez si cet homme-là est allé à ces documents. Il ne va pas. Je connais l'un de nos principaux historiens, je peux vous dire qu'il n'a jamais vu un document d'archives. Oui. Ouais. Vous avez tout à fait. Pour l'histoire de la Révolution française, je dois dire que j'ai eu l'occasion de constater avec Jean de Vigry la semaine dernière aussi, finalement, le nombre d'historiens qui se réfèrent, dans ces cas où l'idéologie est dominante, à des documents d'archives est rarissime. Rarissime. D'ailleurs, il vaut mieux parce qu'ils n'y vont pas. Parce que vous pensez qu'ils contamineraient. Non, mais enfin, non, c'est pas ça. Mais réellement, c'est très grave parce que, ou bien, n'est-ce pas, ils reprennent tout ce qui se dit, ou bien alors ils n'ont comme source, ce qui n'est pas inintéressant, mais que des sources du deuxième degré, c'est-à-dire des écrivains de l'époque. Et ça, c'est très grave. Et ils en font quand même. Moi j'utilise beaucoup les chroniqueurs, c'est entendu, mais quand même, on ne peut pas, n'est-ce pas? Vous n'allez pas écrire. Je le dis toujours, est-ce que à l'an 2000, nous y arrivons, est-ce qu'à l'an 2050, nos successeurs vont faire de l'histoire ou bien avec les mémoires de tel ou tel personnage actuel, n'est-ce pas, qui sortent tous les jours, en croyant dur comme fer ce qui est écrit, ou bien alors avec les déclarations fiscales, ce qui serait aussi très intéressant, n'est-ce pas, pour établir la hiérarchie des fortunes. Mais alors au contraire, quand ils ont un document fiscal du 15e, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils le croient dur comme fer parce que c'est une mode. Avez-vous des questions à poser au professeur Herz? Des observations, des remarques? Ça revient au même, vous savez. Et que ce conseil municipal votait donc les dépenses de la commune, et entre autres choses aussi, hors de l'autre que nous avons tout à l'heure, nommait un instituteur pour enseigner les enfants du village, l'instituteur étant le plus rémunéré dans la commune, et étant le plus souvent d'ailleurs le curé du village. Alors,
sûr. J'étais très étonnée d'apprendre qu'il y avait des élections qui avaient été bien antérieures à ce que nous avons cru devoir être la période. Oui, on ne voit pas très bien. Naturellement, on vous dira, c'est pas un homme, un vote, là, pas tout à fait, pas forcément. Mais enfin, vous savez, les systèmes électoraux, à l'heure actuelle aussi, ont leurs avatars, bien entendu. Donc, il est vraisemblable que c'était au deuxième degré. Bien sûr, on ne réunissait pas les gens. C'est par corps qu'ils devaient élire, ou bien par corps de métier, ou bien par quartier du village, ou bien, après tout, c'était des gens raisonnables et ils devaient élire ceux qui avaient le temps de consacrer à ce travail et ceux qui avaient les compétences. Ça ne marchait pas si mal, mais enfin, il y a eu des problèmes aussi. Mais ce que vous dites sur l'existence de conseils municipaux, ça oui, alors absolument, même sous domination royale. Et, au contraire, le roi, ou bien sur alors l'école, oui, que ce soit le prêtre presque toujours. D'ailleurs, c'était sa fonction. Il la faisait obligatoirement. Mais si le village est plus important, il y a un instituteur qui est payé en plus, n'est-ce pas? Et le nombre de jeunes gens qui sont amenés, ça a été assez bien vu dans telle ou telle thèse récente aussi, qui sont amenés dans les collèges universitaires de Paris, n'est-ce pas, qui sont des collèges provinciaux, qui sont fondés par les évêques ou par tel ou tel membre du Parlement. Et ce sont des jeunes gens qui ont déjà eu, si vous voulez, qui ont déjà été dans les grandes écoles ici ou là, qui ont déjà eu des sortes de bourses et qui viennent donc d'une sorte d'écrémage des villages, ça c'est entendu. Je viens de m'intéresser au pape du XVe siècle, celui que je préfère par chauvinisme est naturellement un Génois, c'est Sixte IV, n'est-ce pas, franciscain. L'origine sociale de la famille est extrêmement modeste, très très modeste. Il n'était même pas de Savone, c'est d'un village d'à côté de Savone, donc il avait appris là, ça c'est certain. Et il a même fallu, au moment où bien sûr il a été connu, puis il est devenu souverain pontife, et il a même fallu qu'il se crée en quelque sorte un nom de famille. Ils n'en avaient même pas, ils sont appelés Della Rovere, ce qui avait de plus simple, n'est-ce pas, comme cela. C'est certain que ce recrutement, est-ce que je ne prétends pas que ça a été toujours comme ça, mais ce que je connais, je puis le dire, n'est-ce pas, pour ces périodes 13, 15e siècle, effectivement. Avez-vous d'autres questions à poser? Ou des observations? Non. Consent. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de votre attention ce soir, parce que vous êtes très